mort encéphalique ou après arrêt cardiaque. Donc on va de fait commencer par les donneurs décédés en mort encéphalique. Donc on va continuer à parler de ME. Là on ne parle plus d'état de mal épileptique, mais d'état de mort encéphalique. D'où le non-usage des abréviations, s'il vous plaît. Alors, un peu d'histoire pour commencer. L'histoire des prélèvements d'organes, finalement, elle est récente, puisque c'est en 1959, près de Paris, à Garches, que Mollaret et Goulon ont décrit l'état de mort cérébrale qui a ouvert la voie des prélèvements d'organes dits à cœur battant. Et dans leur article Princeps, ces auteurs écrivaient la phrase suivante: « Ce qui est important pour la vie est l'encéphale ». Bouleversement total du paradigme de la mort. Pendant des millénaires, on avait considéré qu'on était mort quand le cœur s'arrêtait, et tout d'un coup, deux petits Français se permettent de bouleverser ce concept en affirmant que le cœur, on s'en fiche, ce qui importe, c'est le cerveau. Et si le cerveau meurt, alors la personne est morte. Donc ça a l'air de rien, mais ça a vraiment été un bouleversement total. Nos petits camarades américains, 9 ans plus tard, ont repris le flambeau et ont publié dans une revue qui a un impact un tout petit peu plus important, une JAMA, et ont repris les critères de coma dépassé, tel qu'il était appelé précocement. Donc ont repris les critères définis par Mollaret et Goulon et que nous allons maintenant détailler puisqu'ils sont toujours valides. Alors, avant de détailler ces critères diagnostiques de mort encéphalique, quel est le contexte épidémiologique et physiopathologique actuel des personnes qui vont présenter un état de mort encéphalique? À l'heure actuelle, il est principalement vasculaire, puisque les personnes en état de mort encéphalique ont été victimes d'un accident vasculaire cérébral dans plus de la moitié des cas. Traumatisme crânien dans un quart à un tiers des cas, et post-arrêt cardiaque, post-anoxie cérébrale dans 10 à 15% des cas. Il est à noter que les personnes en mort encéphalique ont maintenant un âge de 52 ans, alors qu'il y a encore 10 ans, cet âge moyen était de 42 ans, de 10 ans de moins. Pourquoi? Parce qu'avec les campagnes de protection sécurité routière, moins de traumatisme crânien, et par ailleurs, avec le vieillissement de la population, le meilleur traitement des maladies cardiovasculaires, eh bien, de fait, il y a quand même plus d'accidents vasculaires cérébraux qu'auparavant. Donc les proportions se sont inversées, et de fait, les victimes d'accidents vasculaires cérébrales sont plus âgées généralement que les traumatisés crâniens. Alors, il faut bien comprendre que la prise en charge des personnes en état de mort encéphalique n'a qu'un seul objet. C'est certainement pas de réanimer la personne décédée, mais de réanimer ses organes. Donc, quand on parle d'état de mort encéphalique, on parle de réanimation d'organes, avec le but évidemment de les prélever et de les greffer. Donc, cette activité de prélèvement d'organes, elle a sensiblement augmenté au cours des 20 dernières années. Eu égard aux campagnes de l'Agence de la biomédecine, puisque en 1998, on recensait environ 1860 potentiels donneurs, en tous les cas 1860 personnes en mort encéphalique, et la moitié était prélevée d'au moins un de leurs organes. Et actuellement, ce sont 3300 personnes en mort encéphalique potentiellement donneuses d'organes qui sont recensées et toujours la moitié qui sont prélevées. Donc de fait, on n'a pas... Alors certes, on a augmenté le recensement par des campagnes de sensibilisation de l'Agence de la biomédecine, mais vous voyez que la proportion de personnes prélevées, elle, ne change pas. Elle avoisine constamment les 50%. Et de fait, le nombre de personnes non prélevées, la principale cause de non-prélèvement reste constamment le taux d'opposition au prélèvement qui est de l'ordre de 30 à 34% en France. Donc c'est quand même une proportion importante. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que suite aux travaux donc, de Mollaret et Goulon, la définition de la mort est devenue légalement celle de la mort encéphalique. En France, la mort est définie légalement par le diagnostic de mort encéphalique. Et de fait, lorsqu'on envisage un prélèvement d'organes, on a affaire à une loi qui est extrêmement détaillée, extrêmement stricte. Donc,
cette loi dit quoi? À travers un décret d'application, le constat de mort ne peut être établi que si les 3 critères cliniques suivants sont simultanément présents. Et c'est donc ainsi qu'on va faire le diagnostic clinique de mort encéphalique. Premièrement, absence totale de conscience et d'activité motrice. Comment est-ce qu'on va évaluer ça? Par l'absence de réactivité aux aspirations pharyngées. Bien entendu, tous ces patients dans un coma plus que profond sont intubés ventilés. Hein. Donc on va aspirer les sécrétions pharyngées qui généralement est susceptible de provoquer un réflexe de toux, qui là en l'occurrence évidemment n'en procure pas. Alors pour pouvoir tousser, il faut ne pas être paralysé. Hein. Donc si on a un doute sur une lésion médulaire éventuelle, il faut réaliser ce qu'on appelle une épreuve de Pierre-Marie et Foy, donc une subluxation du maxillaire qui fait extrêmement mal et qui est censée faire grimacer la personne si celle-ci évidemment est encore capable de le faire. Deuxième critère, hein, l'abolition de tous les réflexes du tronc cérébral. Le réflexe photomoteur, absence de réactivité aux stimulations lumineuses. Le réflexe cornéen, absence de mouvement palpébral lors de la stimulation de la cornée avec une compresse ou mieux avec un petit peu de sérum physiologique. Hein. Je vous rappelle que la cornée est un tissu prélevable, donc il ne s'agit pas de la léser avant un potentiel prélèvement. Le réflexe oculovestibulaire, hein, il suffit d'injecter de l'eau froide dans le conduit auditif externe et normalement les yeux se déplacent vers le conduit auditif externe dans lequel vous avez injecté de l'eau froide. En l'absence de réflexe oculo-vestibulaire, bien évidemment, il ne se passe plus rien et les globes oculaires restent statiques. Le réflexe oculocéphalogyre, qu'on évite de pratiquer, notamment chez les traumatisés, au cas où il y aurait un doute sur une lésion cervicale. Donc là, il s'agit de faire roter la tête et de voir également la mobilisation des globes oculaires. Et le dernier réflexe à disparaître, théoriquement en tous les cas, c'est le réflexe oculocardiaque qui montre une absence de ralentissement de la fréquence cardiaque lors de la compression des globes oculaires. Donc tous ces réflexes du tronc cérébral doivent être absents pour porter un diagnostic de mort encéphalique. Et le dernier critère qui se doit d'être présent, c'est une absence totale de ventilation spontanée. Comme je vous l'ai dit, ces patients sont généralement intubés, ventilés au moment où on se pose la question du diagnostic. Et là encore, la loi est précise. Si la personne dont le décès constaté cliniquement est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique, cœur battant, l'absence de ventilation spontanée est vérifiée par une épreuve d'hypercapnie. Donc ça permet de réaliser un diagnostic clinique. C'est comme ça que vous constatez le décès de n'importe quelle personne. Si vous envisagez un prélèvement d'organes sur cette personne, alors le décret vous impose de vérifier votre examen clinique par la réalisation d'un des 2 examens paracliniques suivants pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique. Ces 2 examens paracliniques, quels sont-ils? Soit 2 électroencéphalogrammes. Une fois de plus, le décret est plus que précis puisqu'il est stipulé que ces 2 électroencéphalogrammes, qui bien entendu vont s'avérer nuls et aréactifs, doivent être effectués à un intervalle minimal de 4 heures, réalisés avec une amplification maximale sur une durée d'enregistrement de 30 minutes et dont le résultat doit être immédiatement consigné par le médecin qui en fait l'interprétation. Si, pour des raisons que nous allons voir, il n'est pas possible de réaliser un électroencéphalogramme, alors on peut avoir recours à une angiographie cérébrale qui va objectiver l'arrêt de la circulation encéphalique. Et là encore, le radiologue devra consigner son compte-rendu le plus rapidement possible. Alors, un électroencéphalogramme à peu près normal ressemble à ceci, et lorsqu'il est isoélectrique, vulgairement dit plat, eh bien, nous avons ce genre de tracé. Cet électroencéphalogramme, d'abord, n'est pas disponible dans tous les établissements 24 heures sur 24, ça c'est la première limite technique. La deuxième limite, c'est que, bien entendu, il ne peut être réalisé en présence de certaines circonstances confondantes, que sont l'hypothermie et la présence de substances sédatives.
Alors de fait, lorsque la température tombe en deçà de 32 degrés, le réflexe pupillaire est aboli. Non définitivement, hein, mais il est temporairement aboli tant que l'hypothermie persiste. Les réflexes du tronc cérébral, eux, disparaissent pour une température inférieure à 28 degrés. Et l'électroencéphalogramme devient isoélectrique lorsque la température tombe en deçà de 24. Donc il n'est évidemment pas envisageable, ni d'ailleurs envisagé, de prélever les victimes d'avalanche, hein. Donc il est évident que l'électroencéphalogramme plat dans ces circonstances n'autorise évidemment pas ni à porter le diagnostic de mort encéphalique, ni bien entendu à prélever les organes de ces patients-là. Alors, je vous ai dit que le décret était particulièrement précis. Pour autant, il ne précise pas le niveau de température exigé pour la validité ou la validation de l'électroencéphalogramme. L'autre circonstance confondante, qui pour le coup est extrêmement fréquente, hein, c'est la présence de substances sédatives. Il n'est pas rare que les personnes qui passent en mort encéphalique aient été réanimées, cérébro-réanimées préalablement. Donc il n'est pas rare qu'elles aient été sédatées, hein, éventuellement pendant plusieurs jours. Bien entendu, ces substances sédatives peuvent interférer avec l'électroencéphalogramme. Donc il est de bonne pratique de réaliser un dosage au moins semi-quantitatif, mieux quantitatif, des substances sédatives, que peuvent être les barbituriques, les benzodiazépines, les morphiniques, les antidépresseurs tricycliques et l'éthanol, pour être certain que l'électroencéphalogramme ne va pas être altéré par ces substances sédatives. Si on ne peut pas réaliser un électroencéphalogramme, alors on aura recours, comme je vous l'ai dit, à une angiographie. Cette angiographie, ça peut être soit une artériographie cérébrale. Vous avez une image ici d'artériographie normale, hein, avec une circulation parfaitement visible. Et évidemment, lorsque la personne est en état de mort encéphalique, il n'y a plus aucune opacification de sa circulation cérébrale. On retrouve exactement la même chose sur un angioscanner, hein. Là encore, une circulation cérébrale parfaitement visible. Et lorsque, de fait, la personne est en mort encéphalique, il y a un désert vasculaire au niveau cérébral. On peut céder, hein, puisque évidemment il va falloir transporter la personne vers le scanner ou l'angiographie, pour ne pas se déplacer pour rien, et surtout pour ne pas injecter d'iode néphrotoxique plusieurs fois, on peut céder de la réalisation du Doppler transcrânien pour attester de l'absence de vascularisation cérébrale. Donc normalement, vous avez évidemment au niveau des cérébrales moyennes un profil qui ressemble à celui-ci. Et lorsque la pression intracrânienne devient tellement importante que la pression de perfusion cérébrale va s'annuler, on a typiquement un aspect dit en backflow, hein, c'est-à-dire qu'on a un reflux, donc un flux négatif, du sang au niveau de la cérébrale moyenne. Donc quand on a un aspect de backflow, on peut se dire que de fait, quelques heures plus tard, au maximum, la circulation va totalement s'annuler. Ce Doppler transcrânien, contrairement à l'Allemagne, hein, ne suffit pas en France pour déclarer, pour envisager un prélèvement d'organes, hein. Il faudra soit avoir recours aux 2 électroencéphalogrammes, soit avoir recours à une angiographie cérébrale. Alors une fois qu'on a porté le diagnostic de mort encéphalique, je vous l'ai dit, un seul but, prélever les organes. Donc la réanimation d'organes, elle aussi n'a qu'un seul but, c'est celui d'assurer le transport en oxygène aux organes qu'on envisage de prélever. Vous le savez, je vous le rappelle, le transport en oxygène, il est dépendant de 3 paramètres, le débit cardiaque, la saturation artérielle en oxygène et l'hémoglobinémie. Pour ce qui est de la réanimation circulatoire par laquelle on va commencer, on va s'intéresser aux composants, aux déterminants du débit cardiaque et à la correction d'une anémie potentielle. Donc que faire devant un potentiel donneur d'organes qui présenterait une instabilité hémodynamique, autrement dit une pression artérielle moyenne inférieure à 65 mm de mercure, donc à peine, qui commencerait à être insuffisante pour perfuser correctement les organes. On réalise une échocardiographie pour voir si de fait ce n'est pas le myocarde qui dysfonctionne. Si le myocarde dysfonctionne, alors on va traiter
ce déficit inotropique en administrant soit une solution de glucose, insuline, potassium, soit de la dobutamine ou de l'adrénaline bêta-mimétique. Je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce qu'est le GIC, la solution de glucose, insuline, potassium. Nous avions réalisé il y a quelques années maintenant une étude dans le service qui avait visé à évaluer la fonction myocardique de 129 sujets en état de mort encéphalique, dont 12 avaient une altération extrêmement sévère de novo de leur fonction myocardique. Et en pratique, cette solution de glucose, insuline, potassium, c'est un mélange de glucosé à 30%, d'insuline rapide à forte dose et d'apport potassique pour éviter l'hypokaliémie induite par l'administration d'insuline, et ce, administré au débit de 1,5 ml/kH, ce qui équivaut à un poids moyen, pour un poids moyen d'environ 100 ml/h. Et nous avions montré que, comparé à la dobutamine, cette solution de glucose, insuline, potassium améliorerait la fraction d'éjection du ventricule gauche de façon équivalente, un peu moindre, mais le faible effectif ne permettait pas d'en sortir une différence statistique, mais quoi qu'il en soit, la fraction d'éjection du ventricule gauche était augmentée par cette solution de 50%, sans les aléas chronotropes positifs de la dobutamine. Donc c'était, semble-t-il, intéressant. Je vous renvoie à la lecture du papier pour ceux que le sujet pourrait intéresser davantage. J'ai malheureusement pas le temps de détailler. Donc on reprend. Si de fait l'échocardiographie fait le diagnostic d'une dysfonction myocardique, notamment ventriculaire gauche, vous pouvez la traiter symptomatiquement par l'administration soit d'une solution de glucose, insuline, potassium, soit par l'administration de bêta-mimétique. Si le myocarde fonctionne correctement, alors vous avez affaire à vraisemblablement une insuffisance de précharge, qu'elle soit vraie ou relative. Si elle est relative, liée à une vasodilatation, de la même façon, vous corrigerez symptomatiquement votre hypotension par l'administration de noradrénaline, éventuellement par la substitution en hémisuccinate d'hydrocortisone, on y reviendra. Et si vous avez une bonne raison de penser que votre hypotension est liée à une hypovolémie vraie, qu'elle soit d'origine hémorragique ou liée à l'apparition d'un diabète insipide, on va y revenir également, alors vous corrigerez cette hypotension par une expansion volémique et par l'administration de desmopressine pour corriger le diabète insipide. Alors de fait, ce diabète insipide, qu'est-ce que c'est et à quoi surtout est-il lié? Il est lié chez 80% des cas à une ischémie de la neurohypophyse. Pourquoi seulement 80% des cas? Eh bien parce que en fait 20% des personnes ont une perfusion résiduelle de la neurohypophyse par des branches des artères hypophysaires inférieures qui ne sont donc pas touchées par l'hyperpression intracérébrale, donc qui restent perfusées malgré l'hypertension intracrânienne. Donc ce diabète insipide est présent chez environ 80% des personnes et pas chez 100%. Comment est-ce qu'on en fait le diagnostic? Par l'observation d'une polyurie qui devient supérieure à 2 ml/kH et qui va entraîner une déshydratation intracellulaire dont témoignera une hypernatrémie. Alors évidemment, il va falloir exclure des diagnostics différentiels que peuvent être une polyurie osmotique engendrée par le mannitol que vous avez pu administrer pour contrecarrer une hypertension intracrânienne brutale ou par une hyperglycémie. Vous en ferez le diagnostic plus positif par la mesure de la densité urinaire, qui devra être, pour affirmer le diagnostic, inférieur à 1005 milliosmoles par litre. Et si vous confirmez ce diagnostic, alors il faudra, pour que la personne ne se déshydrate pas de façon trop conséquente, compenser la diurèse et surtout corriger ce diabète insipide par l'administration de vasopressine synthétique, autrement dit de desmopressine, sous son nom commercial de Minirin, à la dose de 2 microgrammes par voie intraveineuse directe renouvelable. Voilà pour ce qui est des grandes lignes de la réanimation cardio-circulatoire. Je vous ai dit que le transport en oxygène était également dépendant de la saturation artérielle en oxygène. Et bien évidemment, il va falloir tout faire pour éviter les périodes d'hypoxie tissulaire au niveau organique.
Lorsqu'on prend en charge une personne en mort encéphalique, les causes de dysfonction pulmonaire sont nombreuses. De fait, il peut y avoir des lésions pulmonaires en lien avec l'étiologie de l'état de mort encéphalique, dans le cadre d'un traumatisme, une contusion pulmonaire, une inhalation. Bien entendu, la réanimation prolongée peut avoir également été à l'origine de pneumopathie acquise sous ventilation mécanique. Je vous ai dit que certains patients présentaient d'authentiques dysfonctions myocardiques qui sont des cardiopathies de stress liées à la décharge catécholaminergique et qui peuvent donc développer des édèmes pulmonaires cardiogéniques ou lésionnels d'origine neurogénique, donc pas mal de causes d'OAP. Et puis, lors de la réanimation, il peut aussi y avoir un remplissage vasculaire éventuellement un petit peu excessif. Et pour finir, je vous ai dit que le troisième critère diagnostic clinique pour l'état de mort encéphalique, c'était l'absence de ventilation spontanée qui devait être documentée par une épreuve d'hypercapnie. Jusqu'à présent, il y a encore assez peu de temps, ces épreuves d'hypercapnie étaient réalisées par le débranchement purement et simplement de la personne de son ventilateur, et puis pendant 15 minutes on administrait via la sonde d'intubation en débit libre un débit d'oxygène de 6 à 8 litres, et pendant 15 minutes on observait l'absence de mouvement respiratoire, et à l'issue des 15 minutes on réalisait un gaz du sang pour vérifier l'hypercapnie qui n'avait pas stimulé la ventilation spontanée de la personne. Pendant ce temps-là, évidemment, en déconnectant la personne de son respirateur, on avait tout loisir de dérecruter totalement les poumons, un dérecrutement alvéolaire massif qui entraînait une hypoxémie et qui risquait de faire perdre le greffon pulmonaire. Il y a 4 ans maintenant, Luciana Massia a publié une très belle étude dans le JAMA qui visait à comparer 2 groupes de ventilation et de prise en charge ventilatoire de personnes en mort encéphalique susceptibles de donner leurs organes, un groupe conventionnel avec une ventilation conventionnelle et un test d'hypercapnie, d'apnée par débranchement tel que je viens de vous l'exposer. Et puis un groupe optimisé qui était petit volume courant, une PEP un peu plus importante et surtout des aspirations en circuit fermé et un test d'apnée sans débranchement. Tout ça dans une optique de minimiser le dérecrutement alvéolaire. Et ils ont pu montrer dans cette étude que dès la 3e heure, et a fortiori à la 6e heure, post-épreuve d'apnée, le rapport PaO2 sur FiO2 était significativement augmenté dans le groupe optimisé, ce qui conduisait à un plus grand nombre de poumons éligibles au prélèvement. 6 heures après la randomisation, donc 54% des poumons étaient éligibles à un prélèvement dans le groupe conventionnel versus 95% dans le groupe ventilation protégée. Ce qui permettait effectivement d'avoir un taux de prélèvement pulmonaire plus important et significativement plus important dans le groupe optimisé. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Dernier volet de la réanimation du donneur décédé en mort encéphalique, les corrections des troubles de l'hémostase avant la chirurgie de prélèvement, donc c'est pas négligeable non plus. Ils ne sont pas du tout exceptionnels, puisque vous savez que le plasminogène est synthétisé par le cerveau, donc en cas de mort encéphalique, bien évidemment, les troubles de l'hémostase sont fréquents. Il faut les corriger symptomatiquement par l'administration de calcium s'il y a une hypocalcémie, par l'administration de plasma frais congelé si le TP est inférieur à 30% et ou le fibrinogène inférieur à 1 g par litre, l'administration de concentré d'unité plaquettaire si il y a une thrombopénie sévère, sans oublier la correction d'une hypothermie, puisque l'hypothalamus étant également ischémié, les dysrégulations thermiques chez ces personnes sont loin d'être exceptionnelles, que ce soit hyper ou hypothermie. L'hyperthermie n'est gênante que si elle est vraiment très élevée, parce qu'elle engendre des dysfonctionnements enzymatiques, mais l'hypothermie est à corriger pour des raisons hémostatiques. Et de fait, le prélèvement d'organes, c'est quand même une pratique qui conduit à des transplantations d'organes, et la transplantation d'organes, ça sauve des patients.
pour de vrai. C'est une technique qui marche extrêmement bien, notamment pour le rein. Hein. Les greffés rénaux meurent de tout sauf de leur greffe rénale. Les transplantations hépatiques ont également un taux de survie à 5 ans qui est tout à fait satisfaisant. C'est un tout petit peu moins bien pour le cœur et le poumon, quoiqu'en ce moment, il y a des études tout à fait prometteuses sur la réanimation ex vivo des greffons pulmonaires qui vont être probablement très intéressantes dans les quelques années qui viennent. Forte de ce succès de transplantation, les demandes sont de plus en plus nombreuses et il faut réfléchir à de nouveaux pools de donneurs. Alors l'Agence de la biomédecine promeut terriblement les prélèvements sur donneurs vivants. On ne parle pas du tout de ça aujourd'hui, hein, mais l'autre catégorie potentielle de donneurs décédés, je vous ai parlé de la mort encéphalique. Maintenant, et depuis récemment, on prélève des donneurs décédés après arrêt cardiaque. Alors, jusqu'à présent, l'arrêt cardiaque survenait où il survenait et les bonnes recommandations internationales de réanimation cardiopulmonaire encouragent la réalisation d'une réanimation d'une durée d'au moins 30 minutes. Durant ces 30 minutes de réanimation, soit la circulation spontanée repart, très bien, tout le monde est content, soit le patient est en arrêt cardiaque dit réfractaire à cette réanimation. Si en arrêt cardiaque réfractaire, on pense qu'il y a encore une chance pour le patient, alors on peut lui proposer une assistance circulatoire thérapeutique qui n'est pratiquée que dans très peu de centres et ce n'est pas l'objet de la discussion du jour. Dans plus de 90%, cette thérapeutique va conduire malgré tout au décès du patient. Et si on n'envisage pas de proposer une circulation extracorporelle thérapeutique à la personne en arrêt cardiaque réfractaire, alors on va la déclarer décédée. Et la déclarer décédée, c'est soit la laisser sur place, soit la considérer comme un potentiel donneur d'organes décédé après arrêt cardiaque, et que l'on va donc acheminer à l'hôpital pour mise en place d'une assistance circulatoire régionale ou d'une sonde de Gillot, qui sont les moyens de préservation des organes que l'on va détailler, en vue d'un prélèvement d'organes. Alors, très rapidement, les indications et les contre-indications de cette procédure qui est réautorisée ou remise en circulation en France depuis seulement 2005. Donc ça fait pas si longtemps que ça qu'on s'est remis à pratiquer des prélèvements d'organes sur donneurs décédés après arrêt cardiaque. Ces indications et contre-indications sont les suivantes. Avant tout, évidemment, comme je vous l'ai dit, l'absence d'indication à une assistance thérapeutique. Il faut être bien certain que le patient en arrêt cardiaque réfractaire ne relève plus aucunement d'une réanimation active. Son âge doit être compris entre 18 et 54 ans, inclus. Donc pas de mineur, et à 55 ans, on n'est plus donneur d'organes après arrêt cardiaque. Et les contre-indications sont fondées sur un principe de ne pas ajouter de facteurs de risque de dysfonction de greffon à l'ischémie chaude. Ce sont des greffons qui ont déjà subi au moins 30 minutes d'ischémie chaude, donc on va éviter de cumuler les facteurs de mauvais pronostic. Alors, pour ce qui est des indications à une éventuelle circulation extracorporelle, je vous renvoie aux recommandations qui ont été éditées en 2009 et qui sont lisibles dans la revue des AFA. Donc, les contre-indications médicales sont évidemment la maladie rénale, la maladie hypertensive y compris traitée, la maladie diabétique y compris traitée, pour encore une fois ne pas rajouter des facteurs de mauvais pronostic sur ces greffons déjà limites. Pas de cancer évidemment, pas de pathologie tumorale cérébrale et pas de sepsis non contrôlée. Pas non plus de patients dont l'arrêt cardiaque a pu survenir dans un contexte de traumatologie à haute cinétique, car dans ces cas-là, l'arrêt cardiaque le plus souvent est d'origine hypovolémique, liée à une hémorragie, et qu'il sera absolument impossible de masser efficacement un cœur totalement vide. Par ailleurs, pas de toxicomanie récente parce qu'on ne récupère pas les sérologies avant le prélèvement, car vous allez le voir, la procédure est extrêmement rapide. Et pas non plus de victimes d'homicide parce que c'est trop compliqué sur le plan médico-légal. Je vous le disais, l'organisation de ce genre de prélèvement, c'est une véritable course contre la montre. Donc la procédure, quelle est-elle ? Il faut un témoin obligatoirement à l'effondrement, puisqu'il faut que le T0 soit parfaitement connu. Ensuite, il faut que le SAMU, ou
ou les pompiers, peu importe, interviennent dans les 30 minutes post-effondrement, réaniment selon les bonnes pratiques la personne en arrêt cardiaque pendant au moins 30 minutes et constate éventuellement un échec de cette réanimation. Au bout de 15-20 minutes, on peut éventuellement déjà, en l'absence de succès et de reprise de circulation spontanée, mettre en alerte les équipes hospitalières, comme quoi probablement qu'un patient en arrêt cardiaque réfractaire est susceptible d'arriver. Et de fait, lorsque cette personne va arriver et qu'on va la voir pensée comme donneur d'organes potentiels, alors on va vérifier les critères d'éligibilité à la procédure. Pour cela, on va commencer par réaliser un test d'asystolie. Ça veut dire que pendant 5 minutes, on observe une période de no-touch. On ne masse plus, on ne ventile plus et on enregistre l'électrocardiogramme pendant 5 minutes sur papier. Et cet électrocardiogramme doit évidemment attester soit d'une asystolie, soit éventuellement de quelques complexes agoniques sans efficacité aucune. À l'issue de ce test d'asystolie, on va déclarer le patient décédé. On reprendra le massage cardiaque et on sera légalement autorisé à mettre en place les techniques de préservation des organes, soit une circulation régionale normothermique, pour envisager de prélever et le rein, et les reins et le foie, soit une sonde de Gillot qui, elle, n'autorise que le prélèvement rénal. Et parallèlement, l'équipe de coordination consultera le registre national des refus, lèvera une éventuelle opposition médico-légale et recueillera le témoignage des proches pour savoir si la personne s'était opposée ou non de son vivant au prélèvement de ses organes. Les techniques de préservation des organes doivent être fonctionnelles dans les 150 minutes post-effondrement. 2h30, ça va très très vite, hein, donc il faut vraiment ne pas perdre de temps. Et une fois que la technique de préservation est fonctionnelle, on a 3 ou 4 heures pour explanter les organes en fonction de la technique utilisée. Donc une véritable course contre la montre. Donc la circulation régionale normothermique, qu'est-ce que c'est? C'est la mise en place par voie chirurgicale, hein, Scarpa ouvert, hein, d'une sonde de Fogarty dans l'artère fémorale gauche. Hein. Une sonde de Fogarty, c'est une sonde qui est munie d'un ballonnet occlusif qui va permettre, après avoir mis une canule artérielle et une canule veineuse en contralatéral raccordée à une circulation extracorporelle et une pompe, de faire tourner cette circulation uniquement à l'étage abdominopelvien. Hein, donc on ne reperfuse ni le cœur, ni encore moins le cerveau. Hein, on ne reperfuse que les reins et le foie. À défaut de circulation régionale normothermique, on peut envisager de mettre une sonde de Gillot, qui est une sonde à double ballonnet multiperforé entre les deux ballonnets. On l'introduit là encore par voie chirurgicale au niveau du Scarpa, au niveau de l'artère fémorale, et on va gonfler le ballonnet proximal. On va le bloquer sur le carrefour, ensuite on gonflera le ballonnet distal et par les orifices, on administrera en continu jusqu'à l'explantation des litres de liquide de conservation rénale. Donc, qui n'est donc pas du sang, hein, qui est un liquide de synthèse permettant la conservation uniquement des reins. Hein. Vous voyez que là, le foie il est exclu de cette perfusion. Et puis, pour récupérer tout le liquide qu'on a administré, on met en place une canule veineuse ouverte. Et donc, on va recueillir le sang puis le liquide instillé dans un bac. Alors, ce qui est important à connaître en termes de prélèvement d'organes sur donneur décédé après mort cardiaque, c'est la classification de Maastricht. Il y a deux classes fondamentales en fonction de la survenue prévue ou non de l'arrêt cardiaque. Qu'est-ce que j'entends par là? Les catégories 1, 2 et 4 de Maastricht correspondent à la survenue d'arrêt cardiaque non prévu, uncontrolled, disent les anglo-saxons. 1, ça n'existe pas en France, puisque nous avons un système de prise en charge préhospitalière médicalisé. 1, c'est l'arrêt cardiaque extra-hospitalier qui arrive à l'hôpital mort sans avoir été massé préalablement. 2, l'arrêt cardiaque réfractaire qui survient en dehors de l'hôpital, mais qui a été réanimé en préhospitalier. 4,
sujet complètement à part, c'est un sujet en étalement encéphalique qui, durant la réanimation de ces organes, présente un arrêt cardiaque. Donc tout ça, ce sont des arrêts cardiaques qui surviennent inopinément. Maastricht 3, totalement différent. C'est un arrêt cardiaque qui survient en réanimation dans les suites d'une décision d'arrêt des thérapeutiques actives. Et en France, jusqu'à aujourd'hui, et plus pour très longtemps, il n'est pas encore autorisé de prélever les personnes qui décèdent d'un arrêt cardiaque dans les suites d'une décision d'arrêt des thérapeutiques actives. Ça va venir très rapidement. L'Agence de la biomédecine a d'ores et déjà écrit la procédure. Donc là, on est sur les périodes de validation de la procédure. Donc dès fin 2014 au plus tard 2015, on prélèvera les personnes de la classe 3 de Maastricht. Pas pour l'instant. 2 mots de résultats. Ces prélèvements sur donneurs décédés après arrêt cardiaque sont finalement de qualité comparable pour le rein au greffon issu de donneurs décédés en mort encéphalique. Je vous présente là une étude anglaise qui a la particularité, ce qui est très rare dans les études, notamment anglo-saxonnes, et j'attire votre attention si vous lisez des papiers là-dessus, hein, la plupart des pays, et notamment anglo-saxons, prélèvent des donneurs de la classe 3 de Maastricht. Il y a très peu de littérature qui concerne des personnes de la classe 2 de Maastricht. C'est le cas de celle-ci en tous les cas. Par contre, leur technique de préservation était réalisée par une sonde de Gillot, qui est probablement une moins bonne technique de préservation que la conservation au sang. Et ils avaient pu observer dans cette étude, donc en comparant des donneurs décédés après mort encéphalique, après mort cardiaque, non battant, à des donneurs à cœur battant, ils avaient pu observer ce qui est bien connu, une incidence très élevée d'une reprise retardée de fonction du greffon, qui est définie par le recours nécessaire à au moins une séance de dialyse la première semaine post-greffe. Donc 84% des greffés avaient encore besoin de quelques séances de dialyse après la greffe, versus seulement 22%, c'est les chiffres classiques, de greffe rénale avec un greffon issu de donneurs décédés en mort encéphalique. Ces chiffres sont complètement corrigés par l'utilisation d'une circulation régionale normothermique. Il n'y a même plus de différence, ou très faible en tous les cas, d'incidence de reprise retardée de fonction du greffon avec des greffons issus de donneurs décédés après mort cardiaque, réanimés par une circulation régionale normothermique. Et par contre, en termes de mortalité, il n'y a absolument aucune différence. Et de fait, on observe donc une survie des greffés qui est tout à fait comparable entre les deux types de greffons. C'est moins vrai pour les greffes hépatiques, et donc c'est pas sans poser problème. Là, je vous ai sorti une étude très récente, l'étude espagnole, qui a comparé, c'est un petit effectif, 34 greffés hépatiques avec des greffons issus de donneurs décédés après arrêt cardiaque versus plus grand collectif de greffons issus de donneurs à cœur battant. Et là, en termes de survie du greffon, il y a une différence malgré le faible effectif, donc malgré une puissance faible de l'étude, il y a rapidement une différence significative entre la survie des greffons en fonction de leur origine. Voilà. Je vous remercie.